Bonjour à tous, je suis Romain de France Autotech. Bonjour, je suis Didier de France Autotech. Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode consacré à l'autotech, aux entrepreneurs qui bousculent les codes de l'automobilité. On est ravis aujourd'hui d'accueillir Aurélien de Green Move. On va parler véhicules électriques parce que vous savez que les aides, à un moment, elles vont disparaître et que acheter un véhicule électrique neuf, c'est bien, mais quand il n'y aura plus d'aide demain, effectivement, le véhicule d'occasion électrique jouera un rôle considérable et Green Move, par la même occasion, j'espère, jouera un rôle considérable. Quel est le métier plus précisément d'Aurélien et de toute l'équipe Green Move, cher Didier? Oui, alors Green Move est une jeune start-up spécialiste de la vente ou de la location de voitures électriques d'occasion. Occasion, c'est important. Alors l'intérêt de ce nouveau service, c'est permettre au plus grand nombre d'accéder à une mobilité plus propre et ce, à des prix donc raisonnables. Bon, bah, écoute, je crois qu'on va tous, dans les mois, années qui viennent, être intéressés par ce sujet. Il faut qu'on trouve des bornes, mais une fois qu'on aura tous des bornes, comme les vaccins, on aura tous des véhicules électriques. Donc, bienvenue Aurélien! Bonjour Didier, bonjour Romain, merci beaucoup de m'inviter. Bah, écoute, avec plaisir, tu sais que ces épisodes-là sont véritablement, l'objet, de mettre en valeur, des entrepreneurs méritants comme tu es avec ton équipe et de bien pouvoir expliquer, vraiment son métier. Alors, est-ce que tu peux déjà nous dire, un peu la genèse de Green Move et puis surtout nous dire quel est le problème que tu résous finalement? Parce qu'on sait que si on ne résout pas de problème aux clients, on ne fait pas de chiffre d'affaires. Bien sûr, ouais, avec plaisir. J'en profite juste pour remercier France Autotech, hein, je crois que j'ai rarement rencontré une association aussi dynamique que vous et vous êtes vraiment à nos côtés au quotidien sur plein de plans, la communication, le réseau entre les membres. Donc, merci beaucoup. Ça, Et c'est on encore un exemple de on aide ça. les entrepreneurs et on aime les entrepreneurs et voilà, vous êtes méritants ce que vous faites, a fortiori en France. C'est dur de créer, c'est dur d'entreprendre, c'est dur de monter des business. Donc c'est la moindre des choses qu'on puisse faire, c'est vous aider. Donc merci à toi. Du coup, effectivement, le problème qu'on cherche à résoudre, nous, c'est qu'en fait, on est tous relativement conscients qu'on a un problème avec notre mobilité et l'impact qu'elle a sur notre environnement, et qu'en fait, l'électrique est d'une bonne solution aujourd'hui pour y répondre. C'est probablement pas la seule à terme, mais en tout cas, elle est intéressante aujourd'hui en fonction de sa maturité. En revanche, on a un problème, c'est que l'électrique en neuf coûte relativement cher en fait. Et donc, l'enjeu auquel on veut répondre nous, c'est permettre à un maximum de personnes de rouler en électrique, et notamment à ceux qui ont besoin de leur voiture tous les jours et à qui on fait souvent un peu un procès en inconscience écologique quand ils n'ont pas les moyens de s'acheter un véhicule propre en fait. Et donc, quand on dit ça, on cherche à rendre du coup, en d'autres termes, le véhicule électrique accessible. Et donc, il y a deux axes en fait qu'on travaille. Le premier est très lié à ce que je viens de dire, c'est l'axe du prix. Et pour rendre le prix accessible, on va pouvoir développer, mais on fait levier à la fois sur l'occasion et grâce à sa décote, et par ailleurs sur la location longue durée qui est notre fer de lance, même si on a d'autres moyens de commercialisation. Et le deuxième axe de finalement accessibilité, c'est un axe d'accompagnement en fait. Hein. Aujourd'hui, quand on est novice sur l'électrique, on se pose plein de questions sur la voiture en elle-même, bien sûr, mais sur plein d'autres questions, la recharge. Et en fait, c'est difficile de trouver les bonnes réponses. Et donc, on a voulu créer un acteur spécifiquement là-dessus. Aurélien, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu l'histoire de la start-up, depuis quand vous existez et comment la société s'est créée? Oui, bien sûr. Alors, on a une petite caractéristique dans notre ADN, c'est qu'on a été créé au sein d'un startup studio qui s'appelle WeFound, qui s'est intéressé dès 2018 à la mobilité. Et en fait, typiquement, on cherchait à répondre à la question, qu'est-ce qu'on peut faire pour rendre notre mobilité plus verte? Et c'est dans ce cadre-là qu'on a monté Green Move, qui a démarré début 2019, avec cette volonté de rendre le véhicule électrique accessible. Juste, et je referme la parenthèse après, effectivement, WeFound travaille avec nous au quotidien, et en fait, c'est vraiment un apport très opérationnel avec nous, avec des gens qui viennent compléter les équipes de Green Move. Et donc, voilà, c'est vraiment des gens avec qui on travaille main dans la main. Et ça permet d'accélérer sur pas mal de sujets, en fait, et d'avancer plus vite. Et donc, voilà, quand on a vu ça, on s'est dit plusieurs choses. Pourquoi s'intéresser, en fait, à l'occasion en électrique? D'abord, c'est que il y a deux intérêts. Alors, évidemment,
d'un point de vue prix, il y a la décote qu'on connaît classiquement sur l'occasion. Mais surtout, qu'est-ce qu'il a de particulier, le véhicule électrique d'occasion? C'est qu'il est beaucoup, comme le neuf d'ailleurs en électrique, c'est un véhicule beaucoup plus simple. Il y a beaucoup moins de pièces. Et donc, en termes de durée de vie et de coût de maintenance à long terme, comme il y a beaucoup moins de pièces, 60% en moins, c'est beaucoup plus viable. Alors que ce qu'on connaît du leasing, en fait, des véhicules de manière générale, c'est que les leasers achètent les véhicules neufs, ils les louent 3-4 ans, et puis vite, ils s'en débarrassent pour ne pas avoir à supporter des coûts de maintenance importants. Et donc, nous, on considère en fait que l'électrique, grâce à ça, donne une chance au leasing d'occasion. Ça, c'est le premier point. Et puis, c'est vrai que la techno, elle évolue, et donc il suffit d'allumer la télé pour voir, notamment depuis une bonne année, le nombre de modèles qui explose et les autonomies qui augmentent. Mais nous, on est convaincus d'une chose, c'est qu'en fait, les autonomies des premières générations suffisent à une grande majorité des usages. Enfin, en urbain, périurbain, 80%, c'est moins de 30 km par jour. Et donc, on voit bien que même les premières générations de Zoé, qui ont fait quand même l'essentiel du parc historique d'occasion en France, par exemple, suffisent largement à couvrir ces besoins-là, en fait. Donc, c'est pour ça qu'on a fait ce pari-là, d'autant plus que l'électrique a beaucoup d'avantages, mais il a évidemment une faiblesse, c'est le coût environnemental initial de construction de la batterie. C'est pourquoi il est régulièrement décrié, souvent de manière trop exagérée, mais en tout cas, il y a clairement une part de vrai, et on la dénie pas. Et donc, nous, en fait, ce qu'on s'est mis comme mission, c'est d'allonger la durée de vie la plus possible de ces véhicules-là. Et donc, en fait, quand nous, on rentre un véhicule chez GreenMove, il ne va pas vivre un cycle de location, il va en vivre plusieurs. Et grosso modo, on compte tirer la voiture à une dizaine d'années chez nous, en fait. C'est vrai que cette autonomie, tu évoques le chiffre de 30 km, en fait, on s'en fait un monde, alors que, aujourd'hui, on a des véhicules, où historiquement, on avait des véhicules essence qui faisaient 400 km d'autonomie et ça posait de problème à personne. Aujourd'hui, on avoisine ce sujet-là, mais ça reste encore bloquant psychologiquement pour les gens, parce qu'ils voient des stations-service partout, mais ils ne voient pas de bornes de recharge. Comment tu fais pour, le sujet de la borne de recharge, on recevait, il y a quelques jours, un de tes confrères au sein de France Autotech qui permet justement d'augmenter le nombre de ces e-plugs, le nombre de recharges, notamment en copropriété. Mais comment est-ce que tu arrives à lever le frein justement dans la vente du vélo électrique, de la recharge? Est-ce que tu les accompagnes? Est-ce que tu les aides pour trouver des bornes de recharge à proximité de chez eux? Est-ce que tu bosses ce sujet-là? Ouais, alors à 200%, c'est effectivement après le prix, le premier frein qu'on trouve dans les réticences à l'achat que peut avoir chez nos prospects. Donc, clairement, quand on parle d'accompagnement, c'est le sujet principal, en tout cas le premier sujet qu'on traite. Pour faire ça, il y a deux choses sur lesquelles on discute avec nos prospects. Le premier, c'est qu'on requalifie de manière très objective leur usage. Parce qu'en fait, ils arrivent tous, parce qu'il y a justement effectivement cette fameuse peur bleue en fait, de la panne sèche, qu'on n'avait pas du tout sur la voiture thermique, parce qu'il suffit d'aller à la pompe, on remplit et puis on est parti. Effectivement, il existe sur la voiture électrique. Et du coup, c'est vrai qu'on travaille avec eux parce qu'ils arrivent tous avec une idée préconçue, j'ai besoin de telle autonomie, et en fait, on reprend dans le détail de manière assez didactique l'usage avec eux pour requalifier et plus objectiver la chose. Ça, c'est le premier aspect. Et ensuite, effectivement, une fois qu'on s'est mis d'accord sur l'usage dont ils ont vraiment besoin, si c'est une voiture de tous les jours, si c'est une voiture pour faire des longues distances, partir en week-end ou pas, etc. À ce moment-là, on va aborder, d'une part, évidemment, ça permet de prédéterminer le type de véhicule dont il a besoin, bien sûr, et surtout sur la partie recharge, on va les accompagner de plusieurs manières, parce qu'en fait, il y a plusieurs réponses à cette question-là. Nous, on est convaincus chez GreenMove que en tout cas pour les particuliers, 80% de la réponse, elle vient avant tout de la recharge soit à domicile, soit sur le lieu de travail, en fait. Et donc, on encourage les gens à se doter, s'ils le peuvent, de solutions qui leur permettent de s'équiper comme ça, ou si leur employeur a prévu ça sur le site de l'entreprise, même si en ce moment, c'est un peu plus compliqué. Mais voilà, donc ça, c'est la première des réponses qu'on donne, et si on peut le faire, on les accompagne dans le choix de la bonne solution.
parce que typiquement, si quelqu'un nous loue une Zoé de première génération, il n'a pas forcément besoin d'une borne hyper rapide chez lui, une simple prise renforcée avec une installation qui est conforme, et ça c'est sur lesquels on fait prêter l'attention aux gens, ça suffit largement pour les recharges qu'ils doivent faire de leur véhicule. Donc on les accompagne sur voilà, quel est mon besoin de recharge, comment je peux le faire. Éventuellement, on les met en relation avec des partenaires qui, eux, peuvent installer les bornes elles-mêmes et aller plus dans le détail de la qualification en fonction de la maison, etc., où est-ce qu'ils se trouvent. Et si ça, c'est pas possible, parce qu'il y a encore des freins, c'est vrai que vous avez reçu il y a pas très longtemps un de mes confrères qui lui est spécialisé dans les copropriétés, et c'est bien, moi j'applaudis à deux mains les gens comme ça, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on s'est attaqué historiquement à la maison individuelle, tout le monde s'engouffrait là-dedans, mais sur le reste, à côté, c'était un peu le no man's land. Et donc, c'est très bien qu'il y ait des acteurs comme ça qui lèvent le verrou des copropriétés, qui reste un problème. Et donc, voilà, ça, on sait que ça peut prendre du temps. Et donc, si la recharge à domicile n'est pas possible, si l'employeur n'est pas doté d'une infrastructure suffisante pour que ce soit suffisamment cohérent, on va les aider effectivement aussi à regarder, parce que aussi c'est une réponse pour les trajets, ce que j'appelle inhabituels, donc pas les trajets domicile-travail habituels ou autour de la maison, sur comment bénéficier du réseau public et des bandes publiques en fait. Et parce que là aussi, vous savez très bien, il y a une myriade de réseaux différents, il y a une myriade de possibilités d'accès, de pays, etc. C'est un peu fourre-tout quand on arrive un peu de l'extérieur, donc on essaie de les guider sur ça pour vraiment lever, comme tu le dis, ce frein de j'ai peur de ne pas pouvoir m'en charger et tomber en panne sèche, quoi. Alors ça, donc, c'est le verrou principal, l'angoisse de la borne. Est-ce qu'il y a d'autres freins ou d'autres raisons d'anxiété de la part d'un acheteur qui achète une voiture électrique d'occasion? Il y a des questions sur l'entretien. Comment est-ce que je vais me faire combien ça coûte et où est-ce que je vais pouvoir entretenir ma voiture. Il y a des questionnements parfois aussi sur l'impact écologique, parce que c'est vrai qu'il y a des détracteurs qui savent faire beaucoup de bruit. Et autant je suis le premier à dire que c'est pas un objet qui est totalement sans aucune défaillance, la voiture électrique. Il y a bien sûr des faiblesses, mais comme toute solution. Mais ce qui est porté par certains est encore une fois exagéré. Donc là aussi, on essaie d'objectiver, de donner des éléments de rassurance par rapport à ça, pour que les gens fassent ça. Donc non, c'est quand même ces grands sujets-là. Après, on peut apporter des éléments de solution par ailleurs, sachant que ce que j'ai pas dit en introduction, c'est que nous, on adresse à la fois les particuliers, mais aussi les petites entreprises, en fait, donc TPE, PME, qui, elles, peuvent avoir d'autres problématiques, et notamment autour du fait que la voiture, pour elles, c'est leur outil de travail. Donc, il faut absolument pas qu'on ait un problème au quotidien, sinon on peut pas aller travailler, quoi. Ouais, forcément. Alors, quel est ton parcours, Aurélien? Qu'est-ce qui a fait que tu as, tu t'es mis enfin, tu as plongé dans cet, environnement de start-up et notamment du véhicule électrique? Est-ce que tu as été influencé par ton background, précédent? Ouais, alors écoute, moi j'ai démarré ma carrière plutôt avec une quinzaine d'années dans le conseil en marketing et innovation, essentiellement au sein de structures que j'ai co-créées. Donc je suis tombé assez vite dans la création d'entreprise, pas dans le monde startup, plus dans un monde classique. Et en fait, à partir d'un certain moment donné, j'ai commencé à mettre le pied en parallèle d'une activité de conseil dans l'entrepreneuriat pour accompagner pas mal de projets de différentes manières, soit une prise de participation, soit un conseil un peu low cost pour des entrepreneurs avec qui on avait envie d'aider, soit en menant moi-même mes projets, effectivement. Et donc, à un moment donné, je me suis dit, pourquoi pas essayer de faire levier sur tout ce que tu as appris dans le monde du conseil, qui t'a permis de voir pas mal de secteurs donnés, de connaître les grands comptes et leur mode de fonctionnement. De l'autre côté, petit à petit, je connaissais bien les petites sociétés, les petites startups, etc. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas basculer directement sur cette partie d'entrepreneuriat et de complètement arrêter le conseil, en fait. Donc, je me suis consacré depuis 4 ans exclusivement à l'entrepreneuriat, effectivement. C'est ce qu'il y a de plus passionnant et c'est ce qu'il y a de plus, Ouais. c'est ce qu'il y a de plus dur, mais c'est ce qui est, le plus, hem,
le plus, enfin la source d'épanouissement la plus importante. Ça remet effectivement en question beaucoup de choses, à la fois perso et pro. Et c'est là où on prend, pour moi, le plus de plaisir effectivement, parce que on se confronte véritablement aux difficultés. On sort de sa zone de confort, on est obligé de péter ses propres verrous perso, voilà, donc c'est je comprends tout à Ouais, fait ton, et puis on ce voit au chemin-là. quotidien l'impact de ce qu'on fait en fait, hein. On a les mains dedans et on voit un effet direct de tout ce qu'on fait, bien ou pas bien, Voilà, quoi, hein. c'est les montagnes russes. Dès qu'on signe un nouveau contrat, c'est 100 fois plus jouissif que quand on est salarié. Mais quand les difficultés apparaissent, on est 100 fois plus touché aussi par la contrainte, qui se pose à nous. Donc, enfin, je me retrouve totalement dans ce que tu évoques là. Didier, tu avais une question, je crois, à poser à Aurélien, sur ce sujet? Alors Aurélien, quelles sont tes recettes d'entrepreneur là? Ça fait un peu plus d'un an et demi que la startup est lancée. Finalement, quels sont les outils, les méthodes, les recettes que tu utilises pour accompagner une startup en pleine croissance? Alors, la première recette, en fait, c'est parce que sur la partie outils, et je vais répondre très rapidement, on n'a pas en fait réinventé la roue là-dessus. On utilise effectivement l'écosystème qui est offert assez facilement aux startups, hein, donc là, c'est pas la peine que je m'étale trop. En revanche, la première leçon d'entrepreneuriat, c'est le fait d'oser en fait, hein, et d'oser y aller. C'est vrai qu'en ce moment encore plus, parce que on vit une époque où on est obligé de remettre en question pas mal de schémas. Et donc, il y a beaucoup d'opportunités qui sont possibles. Ce que j'ai vraiment envie de dire, c'est faut y aller. Il faut passer le pas parce qu'en fait, euh, quand on réfléchit, les idées, etc., c'est bien. Réfléchir à une stratégie, c'est bien. Mais finalement, c'est pas grand-chose par rapport à ce qu'on apprend quand on cherche à exécuter les sujets. Et c'est là qu'on arrive vraiment à donner une ampleur à un business et à le rendre réel, en fait. Donc, du coup, faut oser se tromper, faut et se relever derrière. C'est pas toujours facile, mais c'est comme ça qu'on progresse. Et je crois que tout le monde des entrepreneurs s'accorde à le dire. C'est qu'on nous sert parfois assez facilement dans la média quelque chose de regarder ces super success stories. Et c'est vrai que le quotidien, il est pas aussi simple que ça. Mais en même temps, les succès ont d'autant plus de saveur derrière. Donc, ça vaut le coup. Et donc, c'est vraiment ce message-là. Et derrière, du coup, quand je dis ça, je pense pas qu'il y ait, c'est une question qu'on me pose régulièrement, il n'y a pas de moment, de bon moment dans sa carrière pour se lancer entrepreneur. Quand je dis ça, soit on le fait un peu tardivement dans sa carrière, enfin en tout cas suffisamment pour avoir un certain bagage, un réseau, etc. Et évidemment, c'est des atouts, hein, et évidemment, ça sert. Maintenant, on peut le faire beaucoup plus jeune. Euh, et à ce moment-là, on a d'autres avantages, on a moins de contraintes en général. On a un état d'esprit qui est parfois plus proche de certaines cibles qu'on veut toucher. Donc, encore une fois, il y a des vrais avantages. Maintenant, quand on le fait dans le deuxième cas-là, tout comme quand on a l'expérience, c'est bien d'avoir des jeunes avec nous pour le faire bien et rester justement au contact du marché. Autant quand on est plus jeune en démarrant, il ne faut pas hésiter à s'associer avec des structures qui vont vous aider au quotidien, en fait, activement, et pas de manière théorique, encore une fois, mais qui vraiment au quotidien vous apporter du réseau, des conseils, des bonnes pratiques qu'il va falloir tester, encore une fois, parce que c'est pas parce qu'on a vu une bonne pratique quelque part que ça va se reproduire exactement pareil pour vous, ce serait trop facile. Mais en tout cas, c'est déjà bien d'avoir ces éclairages-là pour avancer plus vite que ses prédécesseurs, finalement. Ouais, bien sûr. Alors, dans ce que tu évoques, ça me fait penser à une citation qu'on aime beaucoup chez France Autotech de Goethe qui dit que quoi que tu rêves d'entreprendre, commence-le. L'audace a du génie, du pouvoir, de la magie. Donc, j'invite tous ceux qui nous écoutent à créer leur boîte, à oser, parce que cette notion d'audace est fondamentale. Aurélien, sur Green Move, de quoi tu as besoin? Qu'est-ce que vous recherchez en ce moment? Des investisseurs, des clients, des partenaires? Est-ce que vous cherchez à recruter? Quel type de profil? Voilà, de quoi tu as besoin? Peut-être pour répondre à la question en deux mots, c'est vrai que les premiers mois de Green Move, là, jusqu'à fin 2020, on a testé tous nos process, en fait, hein, parce que j'ai parlé de la LLD, mais on fait aussi de la location moyenne durée pour permettre aux gens de tester, en fait, l'électrique et de vérifier est-ce que c'est fait pour eux ou pas. Et on fait aussi de l'achat-revente. Donc, en fait, les premiers mois, on s'est focalisé à tester nos process,
à commercialiser des voitures, les récupérer, les recommercialiser pour vraiment valider notre manière de faire, à sélectionner des partenaires pour bien amener la totalité de l'accompagnement dont on parlait tout à l'heure. Typiquement, pour la livraison à domicile, hein, c'est pas quelque chose qu'on cherche à inventer nous. On travaille avec iFlow qui fait ça très bien, et voilà, on a mis ça en place. Sur le sourcing des voitures, c'est pareil. On s'est mis d'accord avec un certain nombre de partenaires sur la manière dont nous, on voulait sourcer nos voitures. Parce que typiquement, la batterie, pour nous, c'est le premier critère d'achat. Et donc, on n'a pas envie de tourner autour du pot quand on a des besoins pour certains clients, parce qu'évidemment, on cherche à ne pas avoir un parking rempli de voitures qui attendent des clients. On cherche plutôt à être en flux tendu. Et du coup, rien de mieux que d'avoir prédéfini à l'avance avec certains partenaires nos critères. Comme ça, on sait être très réactif quand il y a des besoins qui se présentent. Et donc voilà, ça c'est ce qu'on a construit depuis le départ. Et là, on est en vraie phase d'accélération. Donc le but pour ça, c'est évidemment, on a un enjeu de faire croître notre base client, que ce soit des particuliers ou les entreprises qu'on est en train de lancer. Mais il y a aussi un enjeu du coup people en fait, hein, qui est de trouver les bonnes personnes avec qui faire grandir l'aventure. Hein. Donc effectivement, le recrutement, comme pour beaucoup d'ailleurs, hein, c'est une de nos priorités en fait. Hein. Et donc s'il y a des gens qui nous écoutent et qui sont dans la mobilité, qui ont envie de rejoindre un projet qui est en train d'accélérer, on sera ravis de discuter avec eux, voir ce qu'on peut faire ensemble, quoi. Très bien. Aurélien, quels sont tes objectifs pour 2021 ou 2022? Tu as bien décrit que l'année dernière a été beaucoup utilisée pour construire tout le business model et signer les partenariats. Et alors, 2021, 2022, quelles sont tes prévisions du coup? Alors, le premier objectif qu'on a, c'est de concrétiser le partenariat qu'on vient de lancer avec Engie, avec qui on a lancé une plateforme qui s'appelle Engie Mobilité Verte, qui est en fait un site sur lequel Engie fait la promotion de tout ce qu'elle veut pouvoir proposer en termes de mobilité. Donc, en fait, on y retrouve un ensemble assez cohérent où à la fois il y a les offres qui savent faire en propre autour des bornes de recharge ou autour des offres d'électricité verte et compatible avec la recharge des véhicules électriques. Et puis, il y a toute une partie autour de la location longue durée de véhicules où, en fait, Greenmove opère toute la commercialisation des véhicules d'occasion. Et c'est un autre leaser qui fait la partie neuve. Et donc, en fait, on vient de lancer ça. On a envie d'exploiter ça au maximum ensemble. Hein. Donc, un de nos enjeux, c'est effectivement d'arriver à faire croître et grandir la légitimité de cette plateforme qui est finalement la première plateforme digitale où on va trouver du neuf et de l'occasion avec tous les sujets qui peuvent être autour de la voiture, encore une fois, dont on parlait. Donc, ça fait un ensemble très cohérent, en fait, hein, pour un utilisateur, en fait. Donc, ça, on a envie d'accélérer. Et puis, plus globalement, notre premier objectif de 2021, c'est effectivement de concrétiser des ventes de manière beaucoup plus explosive. Donc, d'accélérer, quitte à faire des choix, en fait. Hein. C'est vrai que jusqu'à maintenant, on a choisi de tout faire sur la chaîne de valeur. Peut-être que pour accélérer, on va choisir d'arrêter de faire une partie et de s'appuyer sur un partenaire pour le faire. Mais en tout cas, on a vraiment envie d'aller beaucoup plus loin. Et tu posais la question sur 2021-2022. J'ai envie de te répondre aussi à plus long terme. Notre vision, c'est en fait ce rôle d'accompagnement. En fait, c'est vraiment notre marque de fabrique. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on le fait sur la mobilité électrique. Ce qu'on se dit qu'à plus long terme, qu'on pourra faire, c'est d'accompagner le marché sur d'autres technologies naissantes et qui vont se développer. Il y a évidemment le véhicule autonome, il y a l'hydrogène et il y a des choses qu'on n'imagine pas aujourd'hui, pardon. Donc clairement, ce rôle d'accompagnant, on pourra le déployer de la même manière en identifiant quels sont les pain points de cette technologie-là, qu'est-ce qui est mal adressé par le marché industriel, on va dire, les acteurs industriels et classiques de l'automobile, et d'y répondre, en fait. Hein. C'est finalement ça qui nous caractérise en premier, quoi. Mais c'est vrai que le mix effectivement, va évoluer entre, le GNV, l'électrique, l'hydrogène. On ne sait pas vraiment, dans quelle proportion, on n'est pas devin, mais c'est vrai que c'est un vrai sujet en fait, hein, de savoir comment ce mix va évoluer. Moi j'aimerais te savoir comment est-ce que tu vois les choses par rapport à, tu parlais tout à l'heure de LLD, de location moyenne durée.
On voit aujourd'hui qu'il y a une nouvelle forme de location sans engagement qui apparaît. On voit que les gens de Seat, d'ailleurs que je salue, qui sont assez proches de France Autotech, ont lancé, une offre sans engagement. On voit que des startups se lancent également dans cette offre sans engagement. On voit que Renault, je crois, avec, Renault Retail Group, sur du VN en stock, a proposé de la LOA, sans engagement, de durée. Comment tu vois les choses? Sachant qu'on sait que, c'est pareil quand on fait un dossier de LMD ou de LLD, il y a tout un aspect administratif, à faire. On sait que la DSP2 permet aussi de faire du scoring, Mmh. de façon beaucoup plus, facilitée plutôt que de fournir des papiers, un peu à l'ancienne quand on fait un crédit ou quand on ouvre un compte bancaire. Mmh mh. Est-ce que tu as intégré ces évolutions-là et comment tu vois les choses évoluer? Est-ce que tu penses que ça va devenir la norme, cette solution de sans engagement? Ah, c'est sûr qu'il y a une tendance de fond qui va vers ça. Et ce qui est sûr également, c'est que nous, on cherche à faciliter au maximum le parcours de nos clients, en fait. Hein. Donc, par exemple, dès qu'on peut offrir des facilités de paiement sans évidemment qu'il y ait une lourdeur administrative trop importante, on cherche à le faire. Donc, typiquement, sur des apports, on peut leur proposer des solutions 3 fois sans frais. Là-dessus, on est les premiers à vouloir avancer. Après, pour être très modeste, nous, on a notre propre problématique de financement, en fait. Hein. C'est ça qu'il faut bien comprendre dans notre modèle. On n'est pas comme un marchand de voitures qui a besoin que de financer son stock de voitures, les fameux 45 jours hein, pendant lesquels elles sont en instance d'être vendues. Tu passes par un financeur en fait, tu as Et un donc, en fait, je financeur passe qui est par un intermédiaire. financeur. Et donc, ma souplesse vis-à-vis de mes clients dépend quand même à un moment donné, si je veux rester pérenne économiquement parlant sur long terme, sur ce que je vais arriver à négocier avec mes propres financeurs. Donc, ça, c'est quelque chose qui va être travaillé sur la durée. Et évidemment, c'est des discussions qu'on a avec nos financeurs. On va aller vers ça. Mais ça va nous prendre un peu plus de temps que pour des acteurs établis qui ont, pour des constructeurs leur captive ou qui ont effectivement des grosses assises financières ou par ailleurs qui n'ont pas le choix parce que c'est sûr que la crise elle a quand même pas mal perturbé les acteurs en place. Les lois courte durée en sont le plus bel exemple hein, malheureusement. Donc c'est sûr qu'il y a des gens qui cherchent à se réinventer et qui sont prêts à un peu à n'importe quel pari pour essayer de sauver leur peau. On a vu Sixt, hein. Ouais, Sixt qui propose une offre d'abonnement comme ça, sans engagement, sans aucune formalité, uniquement une carte bleue et un permis ouais, de conduire, c'est assez exact. remarquable. Exactement. Après, moi, je suis quand même aussi précautionneux par rapport à ça en termes d'usage. On a vu les déboires qu'on a connus avec certaines offres de free floating, hein, où les voitures, je parle même pas des vélos, hein, des trottinettes, mais on la vit dure avec les utilisateurs. Et en fait, encore une fois, nous, notre mission, elle est aussi sur une optique durable d'un point de vue écologique. Et donc, on veut que nos voitures, elles puissent vivre un certain temps. Et donc, on veut que les gens en prennent soin. Donc, du coup, il y a aussi le juste équilibre entre ce que tu évoques, qui est juste le fait de ne pas être engagé financièrement pendant longtemps, mais un truc sur lequel nous, on ne voudra pas transiger, qui est l'engagement d'un point de vue moral, que les gens vont être précautionneux et suffisamment responsabilisés sur les voitures qu'on leur loue, en fait. Je comprends. Pour clôturer bientôt ce podcast, j'ai une question très candide. Finalement, quelle est la durée de vie d'une voiture électrique? Parce que plusieurs fois, tu parles de cycle de vie beaucoup plus long. Et est-ce qu'il y a une norme, un standard, un nombre de kilomètres, d'âge? Qu'est-ce qui fait qu'on sait qu'une voiture électrique est arrivée au bout? Alors, il y a plusieurs éléments de réponse par rapport à ça. La première quand même, c'est que on n'a pas assez d'historique aujourd'hui pour être aussi certain que ce qu'on connaît dans le thermique, donc il faut rester précautionneux. En revanche, quand on regarde un certain nombre d'études qui ont été menées, les batteries des voitures électriques, en moyenne, vieillissent beaucoup mieux que ce qui était prévu au départ. Ça se passe beaucoup mieux que prévu. Alors, je dis en moyenne parce que ça, c'est ce que nous, on constate sur le terrain tous les jours. C'est pas qu'une question d'âge et de kilométrage qui fait que la batterie d'une voiture se détériore ou pas. Nous, on constate des vrais écarts d'état de santé des batteries pour des voitures qui ont sensiblement le même kilométrage ou le même âge. Et donc, c'est lié à beaucoup d'autres choses, beaucoup d'autres facteurs, la manière dont on recharge, la manière, l'environnement dans lequel évolue la voiture, etc. Donc, c'est pour ça que on ne peut aujourd'hui tirer que des enseignements de moyenne. Maintenant,
quand je te dis que nous, on est confiant de pouvoir tirer une durée de vie au sein de GreenMove autour de 9-10 ans après une première vie de 3 ans, c'est qu'on s'est quand même pas mal intéressé au sujet, qu'on a vu justement ces études qui montaient d'un côté, que de l'autre, il y a une filière qui est quand même en train de se développer autour de la réparation de batteries. Et donc, ça, justement, c'est ça qui va allonger les durées de vie de ces voitures-là. C'est quand on n'aura plus besoin de mettre à la poubelle complètement un pack batterie et qu'on pourra juste réparer certains éléments. Et que déjà aujourd'hui, d'un point de vue purement logiciel, on sait déjà redonner l'autonomie à des voitures avec leur BMS qui est au-dessus et qui permet de mieux comprendre le vieillissement d'une batterie. Bah, voilà, ça nous laisse confiants dans les durées de vie. Et voilà, après, je peux pas te donner un chiffre précis. Et de manière, c'est inégal sûrement d'une voiture à une autre. Après, on a aussi des bonnes garanties au-dessus aujourd'hui qui permettent de rassurer les utilisateurs qu'ils vont pas être laissés sur le bord de la route, quoi. Ok, bah écoute, c'est passionnant. En tout cas, on comprend que tu travailles avec tes équipes sur les enjeux de demain et que les problématiques que tu viens d'évoquer là à l'instant, en conclusion, sont des problématiques qui vont être partagées par bon nombre d'acteurs et par bon nombre de particuliers et d'entreprises qui vont devoir renouveler leur flotte dans les mois et années qui viennent. Donc, tout ce que tu emmagasines comme learning, comme data, tout ça, ça ne fera que progresser ton entreprise. Et donc voilà, on te souhaite en tout cas le meilleur. Merci en tout cas pour toutes ces explications. C'est vraiment des sujets extrêmement passionnants. Donc Merci à merci vous. beaucoup. Mais c'est un plaisir. Didier, est-ce que de ton côté, tu auras encore des choses à compléter avec Aurélien? Non, un grand merci à Aurélien là, de nous avoir fait plonger dans le quotidien et surtout le futur de GreenMove, donc une startup en pleine expansion. Le meilleur pour GreenMove dans les prochains mois et bonne route et à bientôt à tous pour un prochain podcast. Merci François Dotec, merci Didier et Romain. Avec À plaisir, à bientôt. bientôt.